comment une pauvre prostituée de la Chine au XVIIIe siècle est-elle devenue la pirate la plus puissante du monde, au point de mettre à genoux l'empire chinois et de négocier sa retraite à ses propres termes. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire de Qing Ji à travers 20 faits et tu vas voir qu'elle a beaucoup de choses à nous apprendre. Fait numéro 1. D'où vient-elle? Tout d'abord, elle est née en 1775 dans la province assez pauvre du Guangdong en Chine. Bon, je m'excuse pour les prononciations à l'avance. Et il faut savoir que déjà très jeune, elle est particulièrement charismatique. Et elle montre très vite une certaine intelligence. Elle grandit au sein des Tanka, qui est une population assez marginalisée qui vit dans des bateaux au sud de la Chine. Alors, concernant son nom, on ne sait pas exactement sous quel nom elle est née, mais on lui aurait prêté au moins 4 noms différents au cours de sa vie, dont Ji Yang et Qing Shi après son mariage. Fait numéro 2. On raconte qu'elle se serait prostituée très jeune. Alors, dès ses 15 ans, elle serait devenue une courtisane et une prostituée dans un lupanar flottant. Alors, les lupanars, ce sont des maisons de prostitution qu'on appelle des bateaux de fleurs. Et donc, tout ça à Canton. Alors, en l'occurrence, le bordel où elle est, il est placé dans un des canaux qui se déverse dans la rivière des Perles. C'est une route maritime dont l'une des branches se déverse dans la mer de Chine. Et c'est surtout une route principale du commerce maritime de l'Asie du Sud. Donc, on peut se douter qu'il y a énormément de passages et d'accostages là où elle est. Fait numéro 3. Elle serait connue pour choisir ses clients. Alors, elle est très convoitée. Donc, non seulement elle a des clients assez prestigieux à l'époque, mais en plus de ça, on dit qu'elle les choisissait elle-même. Apparemment, elle aurait été une très bonne écoute, particulièrement sur l'oreiller, où ses clients lui confessaient beaucoup de secrets politiques, personnels, diplomatiques, etc. Donc, déjà très jeune, elle avait une grande capacité d'écoute et d'intelligence, et également d'analyse. Bon, alors, fun fact, bonus, la seule source qui nous raconte qu'elle était prostituée, c'était en réalité un de ses ennemis qui nous l'a raconté. Donc en réalité, la seule source qui nous dit qu'elle a un passé de prostituée, c'était un de ses concurrents. Fact numéro 4. Elle a négocié son contrat de mariage, chose assez rare à l'époque. Alors en 1801, elle épouse un client assez régulier qui s'appelle Cheng Yi et qui à l'époque était un pirate déjà très reconnu, qui avait déjà beaucoup de navires. Donc lui possède déjà 200 jonques. Donc les jonques, ce sont des bateaux traditionnels d'Asie. Et à 26 ans, ils se marient ensemble et elle obtient 50% de ses biens, ce qui est un excellent contrat. Il faut savoir qu'elle négocie également le droit d'intervenir dans l'administration de ses affaires, dans la gestion du trésor de la flotte et dans le commandement des hommes et des femmes de la flotte. Parce que oui, il n'y avait pas que des hommes sur le bateau, il y avait aussi beaucoup de femmes. Point numéro 5, leur alliance est particulièrement redoutable. Il faut savoir que dès 1804, l'Empire chinois et les puissances européennes
stratégiquement qu'il batte à pleine couture l'Empire chinois sur les eaux. Fait numéro 6. Malheureusement, Jingxi se retrouve veuve 6 ans plus tard. Donc en novembre 1807, Cheng Yi, en fait, il meurt dans une tempête sur les mers. Donc on dit soit que c'est dans un typhon, soit qu'il est tombé par-dessus bord. Donc voilà, elle se retrouve veuve assez jeune au final. Certaines sources disent même qu'il serait mort au combat au Vietnam. Et alors, attention, on change de nom. Parce qu'à ce moment-là, Ji Yang, c'est à ce moment-là qu'elle devient Jing Ji. Parce qu'en fait, en chinois, ça veut dire la veuve de Jing. Donc voilà, c'est seulement à partir de là qu'on peut officiellement dire qu'elle s'appelle Jing Ji. Et alors, au lieu de se retirer, elle prend le commandement de 400 navires. C'est énorme. 400 navires. Et 70 000 hommes et femmes. Donc elle a à son commandement 400 navires et 70 000 pirates. Et à ce moment-là, c'est déjà la plus grande flotte de tous les temps. Fact numéro 7, et celui-là il est un petit peu particulier. Elle va se marier avec son fils adoptif. On remonte un petit peu en amont. En fait, elle et son mari, ils ont adopté un jeune homme, c'était un jeune marin à l'époque ou un jeune pêcheur, qui s'appelait Cheng Pao. Ils avaient pour but en fait de solidifier leur alliance, ok. Sauf que Cheng Pao, en fait, il va devenir l'amant du mari, donc de Cheng Yi. Et à sa mort, il va devenir son amant à elle. Et donc, à ce moment-là, Cheng Pao, il est déjà promu lieutenant depuis un moment. Et donc, Cheng Shi et lui, ils vont se marier. Ils vont se marier tout simplement. C'est pas un mariage officiel, mais c'est un mariage, allez, on va dire officiel chez les pirates au moins. Fait numéro 8, elle est très très vite reconnue comme étant une dirigeante impitoyable. Alors, il faut déjà bien se rappeler que depuis son enfance, elle a évolué dans un milieu pauvre qui était dirigé quand même par le vice, par l'intérêt pécunier, par la trahison, par même la pauvreté en général, ce qui l'a quand même conditionné assez fortement. Alors c'est simple, elle va imposer des règles très strictes à sa flotte. Déjà, très simple, sera décapité tout marin qui désobéira aux ordres. Bon, jusque-là, rien de bien étonnant. Pareil pour le vol. Tout marin qui vole dans le trésor commun de Chengxi et de sa flotte, ou bien qui ira piller des villages qui payaient déjà des taxes à sa flotte, lui c'est pareil, décapité aussi. Voilà, c'est simple. À savoir aussi que pour tout marin qui décidait de s'échapper, on lui tranchait l'oreille. Voilà, on le récupérait, on lui tranchait une oreille. Comme ça, tout le monde pouvait savoir que c'était un traître. Et alors, voilà, elle avait coutume de décapiter. Voilà. C'était un petit peu le must de tout à l'époque. Et alors, on raconte dans le folklore que par superstition, en fait, elle autorisait certaines familles à récupérer le corps et la tête du pirate qui a été décapité, et qu'elle autorisait les médecins à recoudre la tête sur le corps par croyance que le fantôme du coup irait dans l'au-delà entier. Voilà. Fait numéro 9, et pas si étonnant que ça au final, elle protégeait toutes les femmes dans sa flotte, mais également les prisonnières. Alors autant vous dire que les marins qui s'amusaient à faire les imbéciles avec les femmes dans sa flotte, ils faisaient vraiment pas long feu. Une reine, voilà, reine. Déjà, si un marin avait une relation avec une femme prostituée ou pas, il devait se marier avec, premièrement. Concernant la mise à mort de violeurs par exemple, et notamment sur des prisonnières, elle rigolait pas du tout avec ça. Donc soit c'était la peine de mort, soit il devait se marier avec.
verser leur sang dans un grand bol et parfois avec de la poudre à canon dedans. Et après, ils devaient tous boire ce qu'il y avait dans le calice. Et donc ça, ça faisait office d'alliance, voilà, quasiment au même niveau symbolique qu'un contrat. Et évidemment, si l'un d'eux trahissait ce pacte-là, tous les autres le draguaient jusqu'à la mort. Fait numéro 11, et c'est un de mes préférés. Elle devient rapidement la boss, avec un B majuscule, la boss de la mer de Chine. Et elle surclasse de loin Barbe Noire et tous les autres pirates connus. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à son apogée, elle commandait entre 1800 et 1900 navires, ce qui est énorme, et pas moins de 60 à 80 000 marins. C'est énorme. À titre de comparaison, Barbe Noire, il avait seulement 4 navires, donc avec à peu près 300 hommes. Si on prend un autre marin connu, il y a par exemple Black Bart qui avait entre 1 et 4 navires, donc pareil, un max 500 hommes. Et par exemple Henry Morgan, un autre marin connu, il avait que 36 navires, donc voilà, max 2000 hommes. Elle, c'était entre 60 et 80 000 marins. Girl boss. Alors, fact numéro 12, elle met à l'amende la dynastie des Qing. C'est une pirate, attention, hein. Donc tout ce qu'elle fait c'est vraiment illégal. Donc son pire ennemi, on va dire que c'est vraiment la dynastie, voilà. Parce que, voilà, hein, ses activités, ça consiste à aller dealer avec des villages, payer des... Enfin voilà, récolter de l'argent, piller des gens, etc. Piller des bateaux, enfin bref, donc voilà. Et à un moment, l'empereur, il décide quand même de faire quelque chose vis-à-vis de ça. Il va vite repartir la queue entre les jambes, voilà. Donc il envoie ses navires, et résultat, elle coupe sa flotte. Alors pas toute sa flotte, mais quand même un nombre conséquent de navires. Et ah oui, et aussi elle capturait ses amiraux. Voilà, elle disait vous venez avec moi, c'est bon. C'est bon, stop, maintenant vous travaillez pour moi. Voilà. Ah oui, et il faut savoir que la flotte de l'empereur était tellement affaiblie qu'il allait chercher des bateaux chez les marins pêcheurs. Enfin voilà, il a pris des bateaux de pêche. Il a pris des bateaux de pêche en fait pour combler le vide. Et elle dormait sur son trésor en attendant. Je l'aime, voilà, je l'aime. Fait numéro 13, on continue. Elle humilie tout le monde à l'international. Tout le monde y passe. Tous ceux qui croisent sa route, c'est fini. Alors voilà, elle fait pas transpirer que l'Empire chinois en fait. Elle fait aussi transpirer tous les pays qui sont à ce moment-là en Chine. Donc les Portugais et les Britanniques. Voilà, elle les aligne tous. Vraiment, elle les tient comme ça là par le col de la chemise. Et elle les renvoie chez eux. Ou alors elle les capture. Fait numéro 14, tu l'as déjà vu. Et oui. Effectivement, elle fait une apparition très rapide dans Pirates des Caraïbes 3. Et on la voit rapidement en tant que Dame Jing. Il y a une scène comme ça où ils sont, je crois, 8 pirates. Ou 9 seigneurs pirates dans le film. Et elle est présente dedans. On la voit. Fait numéro 15. Elle administre vraiment une grosse partie de la mer de Chine. Donc en fait ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va administrer des droits de passage à tous les bateaux de commerce qui veulent passer. Et elle leur impose donc aux autres marins, pêcheurs, etc. de payer une taxe de passage. Et elle va même administrer certains bâtiments donc terrestres à Canton. Donc oui, c'est clairement une mafia. Voilà. C'est clairement une mafia. Fait numéro 16. Elle va négocier l'armistice en 1810. Les gouverneurs impériaux de Guangdong et Macao veulent négocier la paix avec elle. Ils en peuvent plus. Voilà. Vraiment, ils demandent la paix avec elle. Sauf qu'elle, elle est en plein pouvoir. Elle a vraiment la main sur la situation. Et
s'agenouiller, mais 3 petits points. Alors, je vous explique. En fait, le plus gros blocage des négociations, c'était en fait son refus de s'agenouiller devant l'empereur pour demander pardon face à ses actes. Donc, en s'agenouillant, elle présente littéralement voilà, son pardon et sa rédemption. Elle refuse. Voilà, elle dit bah en fait non. Je vous ai tous alignés. Pourquoi je vais m'excuser? C'était ça l'ambiance, d'accord? Sauf que le gouverneur, à ce moment-là, parce que c'est lui qui deal avec elle, les gouverneurs, bah il est un petit peu, voilà, il est un petit peu gêné, voilà. Et le but c'est aussi que tout le monde préserve son honneur, ça c'est très important. Donc le gouverneur, il va lui proposer un deal. Le deal en question, c'est que à ce moment-là, je vous le rappelle, elle est officieusement mariée avec son deuxième mari, donc Zheng Bao, mais c'est pas officiel. Donc ce que le gouverneur va faire, c'est de lui-même officier, d'être lui-même l'officier de leur mariage. Voilà, qui se marie donc encore une fois, mais cette fois officiellement. Et en fait, à ce moment-là, donc Jingxi et Zheng Bao, à leur cérémonie de mariage, ils vont devoir s'agenouiller. Bah voilà, c'est un rituel de mariage. Ils vont devoir s'agenouiller devant la personne qui officie le mariage, donc devant le gouverneur. Et voilà, elle sera obligée de plier le genou face à la personne qui officie son mariage, donc en l'occurrence le gouverneur. Et bam, le compromis est trouvé. Le gouverneur, il va faire semblant de considérer ça comme un acte de soumission, entre guillemets, ce qu'elle ne voulait pas du tout, mais bon, il va faire comme si ça fonctionnait. Et elle préserve son honneur. Voilà, dans sa tête, au gouverneur, elle s'est agenouillée pour lui demander pardon, mais elle, dans sa tête, c'est pas du tout ça, et puis officiellement, ça, c'est pas ça du tout. Officiellement, elle s'agenouille parce que c'est son mariage. Voilà. Fait numéro 18, elle réussira l'exploit, je souligne exploit parce que c'est très rare, de ne faire exécuter aucun homme après son armistice. Alors, le 18 avril 1810, le gouvernement va finir par accepter la paix avec elle, à toutes ses conditions à elle, il faut bien le mentionner quand même. Le gouvernement propose à Jingxi une espèce de retraite, une pension, si on peut dire ça comme ça. Et surtout, tous les pirates de sa flotte à elle auront des postes dans l'armée. Son mari, Zheng Bao, avec qui elle va finir sa vie, lui, il va devenir officier supérieur dans la marine impériale chinoise. Donc ça, c'est un deal qui est juste, mais énorme. Et évidemment, encore une fois, c'est elle qui ressort grande vainqueur de ce bras de fer. Pour le fait numéro 19, maintenant on revient sur Terre. Fait numéro 19, elle devient même sur Terre une excellente businesswoman, et évidemment. Donc elle va pas forcément s'assagir une fois qu'elle va revenir sur Terre. Et en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va revenir aux sources, entre guillemets, et elle fait fleurir sa richesse en investissant dans des bateaux de fleurs. Rappelez-vous ce que c'est, j'en ai parlé au tout début, de là d'où elle vient donc, dans le commerce de sel et dans les jeux. Donc quand je dis les jeux, en fait c'est parce qu'elle va gérer un casino. Évidemment ce casino-là, elle le gère d'une main de fer. Voilà, on ne rigole toujours pas avec l'argent. Et à savoir qu'à ce moment-là, elle a eu du coup un fils et une fille. Fun fact, dans le fact, en 1839, elle devient conseillère stratégique de la province dans le cadre de la guerre de l'opium. Et enfin, c'est le dernier fait sur la vie de Jingxi. Elle vivra jusqu'au double de la moyenne d'âge de l'époque. Là, finalement, elle va s'éteindre à l'âge de 69 ans en 1844 et elle va vraiment s'éteindre tranquillement dans son lit. Voilà, aucune mort tragique. Elle va avoir une vie paisible jusqu'à la fin. Et voilà, c'est fini pour les 20 anecdotes, mais quelques petites morales maintenant. Bon, déjà, je pense que les filles, on peut clairement se dire que la première
morale de cette histoire, 1, c'est faites des contrats de mariage. Voilà, les filles, faites des contrats de mariage, s'il vous plaît. Voilà. Donc ça c'est vraiment la première chose que Cheng-Ji nous transmet. Voilà. Deuxièmement, évidemment, plus sérieusement, c'est faites votre business. Voilà. Soyez indépendante financièrement, faites vos trucs, etc. Enfin, bien sûr. Et troisièmement, régnez avec fermeté. Et on va se quitter sur ce mot-là. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. J'espère que ce ASMR histoire vous a endormi ou au moins diverti. Merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo et me laisser un petit commentaire. Moi, je vous retrouve très vite et j'en profite pour vous dire merci pour vos mots d'encouragement parce que je suis encore dans ma période d'examen. Et vous avez été quelques-uns à m'envoyer un message sur TikTok ou en commentaire YouTube pour me souhaiter bonne chance.